On nous a vendu la série la plus macabre de l'année. Mais Monsters Inc. Story, c'est tout l'inverse. Ce n'est pas une série sur le crime, c'est une blague cruelle sur la fascination que nous avons pour lui. Bonjour à tous, nous allons parler de la 3e saison de l'anthologie Monster. La série retrace l'affaire Ed Gein tout en montrant comment ces crimes ont nourri l'imaginaire, de Psycho à Massacre à la tronçonneuse jusqu'au Silence des agneaux. Mon avis sur la série ? Pour moi, cette série est le summum de l'ironie. C'est un énorme foutage de gueule, génialement exécuté. Il faut savoir que j'ai adoré la saison 2 de Monster. Je la trouve magnifiquement ciselée, avec des épisodes inoubliables. Notamment l'épisode 5, un plan séquence de 40 minutes en caméra fixe, avec un zoom extrêmement lent sur le visage d'un des frères Mendes qui raconte ce que lui a fait subir son père. 40 minutes. Le générique de fin débarque et vous vous demandez ce qui vient de se passer. Pour moi, ce fut l'un des épisodes les plus incroyables que j'ai vus de ma vie. Par sa simplicité, par le travail d'acteur et par cette finesse de réalisation. Cette saison était incroyable, glaçante et touchante. Donc je vous avoue que j'attendais cette nouvelle saison avec impatience. Et j'attendais le même type de profondeur et le même scénario bien ficelé. D'où ma profonde incompréhension et mon énervement face à la saison consacrée à Ed Gein. Ma première impression était simple. Ce qui sauve la série, c'est Charlie Hunnam, qui est juste incroyable. J'aurais dit jeter cette série et donner un Oscar à cet homme. C'est tout. J'ai pris le temps d'écouter quelques critiques et j'ai retrouvé à peu près le même avis partout. On parle de la performance de Charlie Hunnam qui jouait Ed Gein, du fait que la série est gore, macabre, dérangeante, mais qu'il y a aussi un problème de scénario. À la fin, on ne comprend pas trop ce qui se passe et on n'aime pas les derniers épisodes. On dit aussi que les derniers épisodes romantisent et innocentent Ed Gein, ce qui à première vue peut paraître vrai. Et pourtant, ce sont ces derniers épisodes que j'ai préférés, alors que le reste n'était qu'un étalage de scènes malsaines. Très bien filmé, mais profondément mal foutu. Après avoir fini la série, je me suis dit que les showrunners avaient dû faire une liste exhaustive de tout ce qui avait été suggéré, fantasmé, supposé sur Ed Gein, et que leur brainstorming avait dû ressembler à ça. Alors, Ed Gein déshabille entièrement sa mère paralysée et lave son corps nu à l'éponge en fantasmant sur sa peau. T'es sûr ? Il porte les culottes de sa mère et se masturbe dedans. Mais ça n'est jamais arrivé. On s'en fout, les gens vont adorer. Il tue des gens à la tronçonneuse et il poursuit une handicapée et la bute au marteau. Mais c'est pas arrivé non plus. On s'en fout, les gens vont adorer. Attends. Il déterre le cadavre d'une sexuagénaire et il couche avec elle pendant plusieurs jours. Mais enfin, mais c'est n'importe quoi, c'est jamais arrivé. Mais c'est ce que les gens veulent voir, Ryan. C'est ce que les gens veulent voir. Voilà comment j'ai imaginé le dialogue avec les showrunners. Le summum de cette démonstration macro-grotesque, ce fut la séquence du babysitting. Cette scène improbable où Ed Gein emmène les enfants dont il a la garde chez lui pour faire un tour de magie avec une tête de cadavre et un masque en visage. Pourquoi ? Scénaristiquement, ça ne tient à rien. C'est poussif, c'est mal foutu. Et là, Ed Gein dit aux enfants quand il les ramène en voiture ceci. Mais si vous êtes ému, même aux larmes, c'est que le spectacle est bon. Cette phrase n'est pas anodine, c'est une clé. Parce que ce ne sont pas seulement les mots d'Ed Gein aux enfants, ce sont les showrunners qui nous parlent à nous directement. À ce moment-là, j'ai commencé à douter. Je me suis dit, les scénaristes nous disent clairement qu'ils sont en train de se foutre de nous. Là, il y a anguille sous roche. Oui, il y a carrément baleine sous gravillon. Et c'est là que j'ai compris, cette série est géniale. Mais pas pour ce que vous croyez. Elle n'est pas géniale pour le gore, ni pour le macabre, ni pour l'histoire d'Ed Gein, ni pour la performance pourtant géniale de Charlie Hunnam. Elle n'est pas géniale pour sa lumière contrastée, sa texture, sa mise en scène. Dans cette série, les scènes sont malaisantes, dérangeantes, ignobles même. Rien ne vous est épargné, tout vous est montré, sans subtilité. Donc si vous voulez être mal à l'aise, choqué, écœuré même, vous allez être servi. Mais ça, c'est le vernis. Cette saison est bien écrite, intelligente et surtout profondément ironique. Je suis contente d'avoir pris le temps de m'arrêter dessus et d'y réfléchir.
et de ne pas m'être arrêtée à ma première impression à chaud. Parce que sinon je serais passée à côté d'une pépite. Il faut savoir que pendant toute la saison, je me sentais comme un cadavre d'Ed Gein, à subir sans pouvoir réagir. Je bouillonnais. Les messages véhiculés me rendaient malade. J'avais envie de claquer mon écran par terre. Et puis j'ai compris. Et c'est cela que je vais essayer de vous expliquer. Je vais vous expliquer ce que vous avez cru voir et ce qu'on vous a réellement présenté. Ce que vous avez cru voir, c'est ça. Hitchcock et Christine Morgan ont influencé Ed Gein a influencé Psycho a influencé Massacre à la tronçonneuse, qui a influencé Le Seigneur des Agneaux, qui a influencé les différents tuenciers. On va commencer par les premières influences et les décortiquer. Les soi-disant influences d'Ed Gein. Hitchcock était une nazie tortionnaire qui utilisait la peau de ses victimes pour faire des meubles. Ed Gein s'identifie à elle à travers les bandes dessinées qui ont été faites sur elle et à travers les photos des camps de concentration. Ed Gein admire aussi Christine Jorgen, une transsexuelle affirmée. Il l'admire pour son courage et pour son acceptation d'elle-même aux yeux du public. Il lit des articles, des brochures, des films et des livres sur elle. Ce sont ses modèles. Et tout au long du film, nous avons ces récits d'influence qui reviennent plusieurs fois. Là, nous avons vu les soi-disant influences d'Ed Gein. Et toute la série est entrecoupée des influences qu'Ed Gein a eues sur différentes cultures et différents comportements dans la société américaine. On va partir sur le premier récit d'influence, Psychose. L'auteur de Psycho remet à Hitchcock les photos des camps de concentration et les bandes dessinées de Hitchcock en affirmant ceci. Sans ces images, Ed Gein serait resté un simple campagnard sans histoire. Ensuite, nous avons le tournage de Psycho qui est montré au public. Le public est choqué, subjugué, parfois excité. Cela déclenche une série de films de plus en plus violents, car le public en veut toujours plus. Et nous avons le premier message du film, entre l'auteur de Psycho qui annonce que les images d'Hitchcock ont tellement influencé Ed Gein qu'ils l'ont poussé au crime, et Psycho qui déclenche ce désir chez le public. Les images, les films, et donc les jeux vidéo, rendent les gens violents. C'est le message à ce moment-là de la série. Ça vous énerve? Parce que c'est faux. C'est fait exprès. Deuxième récit d'influence. Perkins et son secret. Perkins est l'acteur principal de Psycho. Et on le voit visiter la maison reconstituée d'Ed Gein. Il découvre les collections macabres et Hitchcock lui dit ceci. Vous avez été choisi pour jouer le rôle principal car, comme Ed Gein, vous avez un secret qui vous ronge et qui finira par vous dévorer. Perkins cache son homosexualité, tout comme Ed Gein cachait sa transidentité. Je résume le message. Cacher votre identité ou votre orientation sexuelle vous rendra violent. Deuxième message totalement faux. Et c'est fait exprès. Ça ne vous rendra pas violent. Ça vous rendra malheureux. C'est déjà bien assez. Mais c'est le message à ce moment-là. C'est très dérangeant. C'est fait exprès. Nous avons le récit 3, celui de Massacre à la tronçonneuse. Tobe Hooper, le futur réalisateur de Massacre à la tronçonneuse, apprend par son oncle que Ed Gein utilisait un modèle de tronçonneuse particulière. Devenu adulte, il voit cet objet exposé dans un magasin et imagine un massacre où il trucide l'ensemble des clients. Bouleversé par les images du Vietnam, il imagine un carnage. Je résume de façon grossière, mais parce que le dialogue est lui-même grossier. On brûle des bébés, Psycho c'est chiant, je veux faire Massacre à la tronçonneuse. Ok, les faits divers et les informations vous rendront violents. C'est faux. C'est fait exprès. Influence 4. C'est peut-être celle qui m'a le plus énervé. Le silence des agneaux. C'est une simple superposition d'images, Ed Gein en sous-vêtements, et on voit l'acteur qui joue Gump sur le plateau de tournage en train de danser dans cette fameuse danse où il est dénudé et cache ses parties intimes. Or, le tueur dans le silence des agneaux n'est pas transsexuel. On le dit dans le livre, on le dit dans le film. Il croit l'être, mais il ne l'est pas. Par cette simple superposition d'images, on vous instille l'idée que la transsexualité rend violent. C'est faux et c'est fait exprès. Maintenant, on va parler du cinquième récit d'influence, Manhunter. Manhunter est une série qui retrace le travail d'enquêteurs du FBI, du service comportemental, qui ont interrogé tous les tueurs en série disponibles afin de créer une grille comportementale pour établir le profil de ces individus. C'est encore cette grille qu'on utilise aujourd'hui et le jargon que vous pouvez entendre aujourd'hui dans la plupart des séries
viennent de leurs analyses. C'est un travail monumental qu'ils ont fait. Et cette série explique tout le processus, avec la rencontre avec différents tueurs en série terribles de l'époque. Nous avons donc l'influence d'Ed Gein sur les tueurs en série par l'intermédiaire de la série Manhunter. Et c'est là que j'ai été très surprise. Les showrunners n'ont pas reproduit les inspecteurs réels, ils ont reproduit la série. C'est-à-dire que la série Manhunter est reproduite à l'identique. Même scène, même décor, même personnage, même coupe de cheveux, même psy féminine inventée qui n'a pas travaillé avec eux. Ce trio n'a pas existé. Et pourtant, il le reproduit à l'identique dans la série Ed Gein pour rappeler Manhunter. Je me suis dit, c'est pas possible, il se moque de nous. Même pour un hommage, ça ne tient pas. Puis arrivent les 2 derniers épisodes, ceux que les gens aiment le moins. Ces 2 épisodes, en réalité, contredisent tout ce que vous venez de voir. Et c'est là que j'ai compris. Je ne suis pas en train de regarder la vraie histoire d'Ed Gein. Je vois le Ed Gein d'après. Ce qu'en ont fait les médias, ce qu'en ont fait les fictions, ce qu'en ont fait la pop culture. Dans tous ces épisodes, je vois un personnage composé de tout ce que la culture populaire a projeté sur lui. Cette série n'est pas une biographie, c'est un miroir du mythe médiatique. Nous ne sommes pas au début de la chaîne d'influence, nous sommes à la fin de la chaîne d'influence. On vous présente qui était Gein pour le public aujourd'hui, mais pas ce qu'il a été et pas ce qu'il a fait. C'est pour ça que tous les messages et les influences sont des biais grossiers et que tout est faux et que c'est exagéré. C'est parce qu'on n'est pas en train de voir Ed Gein. On est en train de voir le Ed Gein influencé par Psycho, par Massacre à la tronçonneuse et par Le Silence des agneaux. On est en train de voir comment le Ed Gein de la série Monster a été influencé par toute la culture et comment nous en avons fait un monstre. C'est le renversement de la chaîne d'influence. C'est une mise en abîme et c'est brillant. Et le fil conducteur de toute la série, c'est Adeline. Adeline, la véritable clé de Monster The Gein Story. C'est elle qui a introduit Ed Gein à toutes ses influences. Les photos de Discoche, les coupons de presse, les livres. Elle est l'influence ultime qui précipite les péripéties. Elle pousse Ed Gein à franchir les limites. Puis elle manipule la narration en se présentant tour à tour comme complice, victime, journaliste et témoin. C'est d'ailleurs pour cela qu'elle porte un appareil photo. Adeline, c'est le regard médiatique incarné. Elle crée, alimente et propage le mythe d'Ed Gein. C'est pourquoi elle nous apparaît inchangée à la fin. Elle n'a pas de réalité propre. C'est la personnification de la fascination morbide du public et des médias, qui ont soif de carnage et non de vérité. Pendant toute la série, Ed Gein n'existe pas en tant que personne. Il n'apparaît qu'à la fin. Durant cet épisode génial que beaucoup ont détesté, Ed converse avec ses soi-disant influences à l'aide d'une radio débranchée. Et là enfin nous rencontrons l'homme. Par sa conversation avec Christine Jorgensen, il apprend qu'il n'est pas transsexuel. Il est fasciné par le corps féminin, d'où ses collections. Contrairement aux messages véhiculés que nous savions faux, les transsexuels sont rarement violents. Ils subissent la violence. Dans sa conversation avec Ilskosh, elle lui dit ceci: « Les juifs sont des rats, ce ne sont pas des humains. De quoi suis-je coupable? Les rats, on a le droit de les exterminer. Il y a déshumanisation. » Le parallèle est évident. Ed Gein n'a pas vu les cadavres de femmes comme des femmes, il les a vus comme de la matière. Il a utilisé leur peau, leur cuir, pour créer un costume pour faire revivre sa mère. Ce n'est pas un tueur en série, ce n'est pas un transsexuel, ce n'est pas un nécrophile. C'est un homme qui dit lui-même avoir été profondément seul, pendant longtemps, et n'avoir eu qu'un seul désir, retrouver sa mère. Sa mère qui, dans son souvenir, contrairement au reste de la série, joue avec lui et se montre aussi tendre. Et vous comprenez que ce qu'on vous a montré pendant 6 épisodes est un mensonge. On vous a donné du macabre, du gore, de l'insoutenable pendant 6 épisodes pour finalement vous révéler à la fin que tout est faux. On vous a montré un homme couché avec un cadavre parce que c'est ce que le public voulait voir d'Ed Gein. Un Ed Gein digne de l'héritage de Psycho, de Massacre à la tronçonneuse, de Silence des agneaux et de tous les tueurs en série connus. J'aime cette scène dans l'hôpital psychiatrique. L'infirmière lui annonce qu'il a un cancer du poumon et elle lui dit « Vous devriez écrire votre histoire car les gens disent n'importe quoi sur vous. »
Moi, je vous connais. Et il répond qu'il n'a rien à dire, que tout le monde semble connaître son histoire mieux que lui. La dernière scène est bouleversante. Il traverse une foule de tueurs en série qui se réclament de son influence sans savoir qui il est. Certains même ont oublié son nom. Ils l'appellent le mec de Psycho. Ils n'aiment pas l'homme, ils aiment sa légende. Ils envient sa renommée. Et cette foule, qu'on devine aussi être les spectateurs, qui glorifie son héritage, dont Ed Gein n'a que faire et dont il se sent totalement détaché. À la fin, il retrouve la seule personne qui ait jamais compté pour lui. Ce qu'on a vu, ce n'est pas l'histoire d'Ed Gein, c'est l'histoire de son mythe. Une réalité entièrement fictionnelle, nourrie par nos propres projections et notre culture cinématographique dense. En effet, il est arrivé à Ed Gein ce qui est arrivé à Jack l'Éventreur. Jack l'Éventreur n'était pas le plus grand, le plus mystérieux, le plus meurtrier des tueurs de son temps. Mais il est arrivé au moment où se développaient les feuilletons. Jack l'Éventreur est un amalgame de récits et de productions populaires. Imaginez, chaque jour et pour la première fois, vous aviez dans la presse des dessins, des détails macabres, des informations d'enquête sous forme de BD. Les gens étaient à la fois terrifiés et fascinés. Et ces mêmes gens se sont mis à envoyer des centaines de lettres à la police, dont les médias se sont fait le relais. Rendez-vous compte, Jack l'Éventreur n'est même pas le nom du tueur. On a lu Jack the Ripper à la fin d'une lettre envoyée à Scotland Yard par un Gus Random. Ça n'est pas le nom du tueur, mais ça sonnait bien. Voilà tout. Et la légende est née. Et Monster, The Ed Gein Story, nous montre exactement cela. La fabrication du monstre avec une ironie assumée. Rappelez-vous ce que dit Ed Gein aux enfants dans la voiture après cette scène stupide et macabre. Si le public est ému, même aux larmes, c'est un bon spectacle. Et c'est ce qu'on vous a donné. Le bon spectacle macabre que vous vouliez. Cette saison participe à cette mystification, mais avec une honnêteté et une ironie d'une grande puissance, car les réalisateurs et les scénaristes nous racontent ouvertement n'importe quoi. Et ils le font à dessein, grossièrement et en pleine lumière, pour donner au public le sensationnel, le gore, le macabre et l'horreur qu'il est venu chercher. D'où cette dernière scène dans le cimetière. Le jeune homme n'est pas attaqué par Ed Gein, mais par tous les personnages, toutes les créations qui le composent aujourd'hui. Ed Gein, ce n'est plus un homme, c'est un récit imaginaire. C'est un mythe. C'est tout pour ma critique d'Ed Gein, j'espère que cela vous a plu. Ma prochaine grosse critique sera sur Alien Earth, et je vous expliquerai pourquoi cette série est géniale, ça va aller. Abonnez-vous, et à bientôt! We would be honored if you would join us.